Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette deuxième rencontre littéraire de la journée au Festival Clameur. C'est un grand plaisir de vous recevoir et après la discussion entre Sigolène Vinzon et Cécile Balavoine, on va continuer qui nous ont parlé de ce qui disparaissait, de ce qui est resté. On va continuer d'interroger la perte des autres, la perte des repères, en compagnie de nos deux invités, puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir Diaty Diallo et Tristan Saul. Bonjour à tous les deux. Alors je vais le dire de suite, je ne vais pas faire durer le suspense, je pense que c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Diaty et Tristan. Je remercie beaucoup Katia Fontka, Sonia Deschamps et toute l'organisation de Clameur de nous donner cette opportunité de faire dialoguer ces deux autrices-auteurs et leurs deux livres qui sont pour moi vraiment deux livres importants de cette année bien sûr, mais même au-delà. Et donc on va parler du livre de Diaty Diallo, 2 secondes d'air qui brûle, qui est paru en août dernier, 2022, aux éditions du Seuil. Un premier roman vraiment magistral, très dense, très resserré, qui se déroule sous la dalle et la pyramide dans une zone urbaine et évidemment l'arrivée des violences policières qui vont bouleverser la vie de ceux qui les subissent jusqu'au pire. Et le livre de Tristan Saul, Jour encore, nuit à nouveau, qui est le 3e tome du cycle romanesque des Chroniques de la Place Carrée, commencé en 2021 avec Mathilde ne dit rien, qui se passait pendant la période des Gilets jaunes à peu près, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Ouais, 2019. Poursuivi en 2022 avec Héroïne, qui revenait sur les quelques semaines de confinement, un roman magistral et asphyxiant, un peu comme l'était cette période. Et donc, Jour encore, nuit à nouveau, on est dans les quelques semaines post-confinement et où toute la France se déconfine, toute la France sauf Loïc, le personnage principal du roman, qui ne parvient pas à sortir de chez lui et qui observe la place carrée par la lunette de sa carabine 22 long rifle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux livres, les questions qu'ils posent, les réponses qu'ils esquissent. Et on va donc faire se rencontrer ces deux livres aux endroits qu'ils explorent tous les deux, pas toujours de la même manière. On aborder à la fois les thèmes centraux et puis aussi bien sûr les pratiques d'écriture des deux autrices-auteurs sur lesquels il y aura beaucoup de choses à dire. Et avant peut-être d'entrer dans la discussion, pour nous mettre toutes et tous dans le contexte, je vous propose d'écouter Diaty Diallo qui va nous lire un extrait de son livre. J'allais dire bonsoir, et après je me suis dit mais non, on est le jour. Bonjour. Soirée tranquille, presque chiante. Les sirènes et les gyrophares, on n'y prête plus tellement attention. Ils sont jumelés au bon moment, alors j'imagine que c'est une fois en la présence des agents que les gars captent qu'ils vont devoir se justifier encore sur ce qu'ils font de leur existence à ces dépositaires qui ne les valident pas par principe. Depuis le temps, on a évidemment appris à exécuter les ordres sans faire de commentaires pour que ça aille plus vite, poursuivre la fête ou rentrer chez nous. Mais ce soir-là, c'est pas tout à fait pareil. Il y a toujours des soirs où c'est pas tout à fait pareil. On ne peut pas maintenir la garde 365 jours consécutifs. Chérif et Issa répondent aux premières questions, pacifiques. J'ai réussi mes partiels, c'est ça qu'on fête, dit Chérif. On fait juste barbecue tranquille. On sait que c'est pas autorisé, mais on a essayé de pas être dangereux, de déranger personne, vous voyez bien. Même on éteint le son si vous voulez. Il pourrait dire ce qu'il veut. Ce soir-là, c'est pas tout à fait pareil. Plus encore que d'ordinaire, le processus semble avoir été écrit à l'avance, à l'image d'un scénario. Ses rôles assignés d'adjuvant, d'antagoniste, son élément perturbateur aussi, et probablement quelques péripéties, mais avec une fin en queue de poisson. Les dépositaires ne sont pas satisfaits par ces explications.
Une interdiction est une interdiction, ils disent. Ils veulent voir des papiers d'abord, vérifier si ces garçons sont bien eux-mêmes. Shérif est sorti sans rien, comme à peu près tout le monde. Messieurs, il dit. Vous savez très bien qui je suis, on s'est parlé hier et 3 fois la semaine dernière. Les dépositaires disent que c'est pas la question. Shérif propose d'aller chercher sa carte alors. Il habite juste à quelques mètres dans le bâtiment en face, ça lui prendra que quelques secondes. Ils peuvent même l'accompagner s'ils ont peur qu'il se barre. On lui répond que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne alors? J'essaye de coopérer mais vous me laissez pas d'issue, dit Shérif qui commence à perdre patience. Apaise-toi, lui dit Issa. Shérif se calme, mâche sa langue à enseigner un peu. On dit qu'on va procéder à des fouilles, de bien vouloir se mettre en ligne les mains contre le mur. Dans le groupe, ça monte un peu. Ça balance des « forcez pas ». On faisait que manger des sandwichs. Comme tous les soirs de l'été, en vrai, il est où le souci? Dans l'autre camp, on n'apprécie pas les tergiversations. À celui qui a parlé, on demande « T'aimes ça le débat ?» Eh bien, tu vas débattre sans ton froc, tu m'as l'air du genre à cacher des trucs profonds. Celui qui a parlé commence à sentir le vent tourner, avec le seum s'exécute, baisse son pantalon, plaque son front et ses paumes sur les briques rouges, tous quand on lui intime de le faire, ne réagit pas au sale nègre qu'il entend. Et dans sa tête, il se demande « C'est quoi cette putain d'ambiguïté ? C'est quoi qui se cache derrière tout ce zèle, du dégoût ou de l'envie ?» Puis il pense, mais ne le dit pas, qu'à être obsédé comme ça par les fesses nues des jeunes trop bronzés, ils ont qu'à les goûter et voir si ça se digère aussi bien que ça se contemple. Des voisines se sont approchées et essayent de comprendre. On leur demande de circuler, de laisser de la distance, de ne pas gêner le bon déroulement de l'intervention. L'une d'entre elles reconnaît son fils et hausse le ton, les somme de nous foutre la paix. Elle leur dit qu'on n'est pas là pour faire des problèmes, qu'on a bientôt fini, qu'on va rentrer chez nous de toute façon. Elle crie le prénom de son fils. « Dis-leur que t'allais rentrer bientôt », elle lui dit de dire. Dans l'autre camp, on n'apprécie pas les négociations. L'un des dépositaires, agacé, commence à repousser la voisine. Elle se débat et leur dit « Vous avez pas honte ? Chaque mois on sue pour vos salaires. C'est pas à pousser les gens qu'on vous paye. » On lui dit que si elle ne se calme pas, on va devoir la maîtriser. On lui plaque une main au-dessus de la poitrine pour l'empêcher d'avancer. Du côté des gars, le fils tempête. « Remets une fois les mains sur ma daronne, sale fils de pute, tu vas voir. » On lui dit pardon. On lui met une gifle. On lui dit qu'on n'a pas bien entendu. On lui en met une deuxième. On lui dit que la pute, c'est lui, à défendre sa mère, que c'est lui la pute de sa mère. Et on lui force le bras en équerre dans le dos pour le descendre au sol. On lui presse des... Pardon. Je reprends. Et on lui force le bras en équerre dans le dos pour le descendre au sol. On lui presse des genoux entre les omoplates et sur sa trachée pour l'y maintenir. Et d'une main au sommet de son crâne, on lui écrase la bouche contre le bitume. Pas loin, Shérif entend qu'on appelle des voitures en renfort et se dit que c'est encore loupé pour la fin de soirée. Ils font chier, putain. Merci beaucoup, Diati. C'est pas évident de reprendre la parole après cette lecture et je pense que c'est un très bon aperçu de ce livre et de sa force. Et ben, pour commencer cette discussion, j'aimerais, comme vos deux livres, entrer directement dans le vif du sujet et la question des violences que ces textes abordent, que ce soit les violences sociales, les violences politiques, les violences policières, les violences sexistes et sexuelles également, qui sont abordées. Dans notre société qui est saturée d'informations, qui est saturée de discours dans un sens comme dans l'autre, je me suis demandé comment est-ce qu'en tant qu'écrivain, écrivaine, on abordait ces sujets, on abordait cette question de la violence en trouvant, comme vous le faites, la bonne distance, la distance juste pour rien édulcorer, mais rien sensationnaliser non plus. Comment est-ce que vous avez donc abordé cette question des violences dans vos textes ? Bonjour. En fait, en ce qui me concerne, pour la violence, j'écris des romans noirs. Le roman noir, la violence est constitutive des romans noirs. C'est important
que ce soit présent, parce que ça fait partie du projet artistique déjà. Après, il y a une petite particularité, c'est que moi, vraiment, à l'origine du projet des Chroniques de la Place Carrée, donc une série de livres qui s'intéressent à un quartier d'une petite ville de province, et c'est pas les quartiers nord de Marseille, c'est pas la banlieue parisienne, c'est une petite ville de province, et c'est un petit quartier d'une petite ville de province, un quartier populaire. En fait, une des origines du projet, ça a été de me dire que beaucoup de gens qui ne fréquentent pas ce quartier ont un imaginaire du quartier, ou des quartiers comme on dit avec des guillemets, qui n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Eux, ils voient effectivement ce que leur montre le journal de 20 heures, ils voient ce que leur montrent les films style Bac Nord, des trucs comme ça, où il y a des jeunes avec des kalachnikovs et puis des flics qui font des dérapages, etc. Moi, la réalité du quartier que je connais un petit peu, j'y habite pas, mais je la connais quand même très bien pour y travailler et puis pour le fréquenter tous les jours, bah, c'est pas ça. Il y a de la violence sociale, il y a de la violence, il y a du trafic de drogue, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas de gens qui se font tuer tous les 2 jours. Quand il y a un meurtre, c'est une fois tous les 5 ans, admettons. Il y a des règlements de compte, mais des règlements de compte qui se font à coups de poing, à coups de barre de fer. Le dosage de la violence, pour moi, il devait être réaliste, en fait. Et effectivement, je réfléchis, mais je crois que Loïc, qui tient une arme à feu dans ses mains, c'est la seule arme à feu de la série pour l'instant. Il n'y a pas d'arme à feu pour l'instant. Il y en aura peut-être dans les prochains, mais en tout cas, c'était important pour moi de dire que c'était pas fréquent d'avoir un gamin qui se balade avec un flingue. Mais quand vous regardez la fiction télévisée, si, c'est fréquent. On a l'impression qu'il tire dessus tout le temps. Dès qu'on va dans un quartier, on se prend une balle, etc. Moi, je voulais quand même être au plus proche et donc effectivement doser cette violence pour que on n'ait pas, pour rétablir un peu l'imaginaire. C'est pas du réalisme pur, personne n'en fait, ça n'existe pas le réalisme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai essayé dans ma fiction d'apporter un regard un peu plus tempéré sur ces questions de violence. Oui, je te rejoins sur la question de la spectacularisation un peu des violences. Moi, j'ai surtout, du coup, comme l'extrait l'indique, travaillé sur la question des violences policières. Et évidemment, l'idée, c'était d'arriver à se situer par rapport à ce sujet qui est hyper touchy, quoi. Clairement, c'est un euphémisme. Et forcément, vu que les représentations qui saturent un peu l'espace public sont des représentations issues des médias qui visent à justement donc spectaculariser un peu les faits, notamment les émeutes ou les révoltes, mais aussi criminaliser les victimes. C'est vraiment un truc qui revient assez souvent de dire ils n'ont pas eu tort de le tuer puisqu'il vendait de la drogue, ils n'ont pas eu le tort de tuer puisqu'il roulait trop vite sur son 2 roues, etc. etc. Il y avait cette idée aussi de se situer en hors-champ en fait, de ces représentations-là, voire même en fait, en contre-discours. Après, moi, j'avais aussi envie de parler des victimes de violence, surtout, mais pas de la violence en elle-même. Donc forcément, j'ai dû, à un moment donné, décrire des scènes et tout, parce que voilà, on va pas les éviter et tout. Ça n'a aucun sens de faire le serpent dans ce contexte-là. Mais l'idée, c'était quand même, en fait, de surtout parler du reste, quoi, de l'amour, en fait, de ce qui fait du bien, de ce qui fait d'air et de ce qui permet de survivre, en fait. Je crois que c'était surtout ça, en fait. Juste, je rebondis, nos 2 textes sont très complémentaires parce que justement, moi, les violences policières, j'en parle pas du tout. Moi, j'ai évacué ça, mais justement parce que, c'est pas parce que c'est touchy, mais en tout cas, c'est parce que je savais pas par quel bout prendre les choses. Déjà, moi, j'ai jamais été confronté à ça de manière même témoin dans le quartier, etc. Et parce que moi, j'ai pris le parti, comme c'est le cas dans certains quartiers, de la paix sociale, c'est-à-dire avec des flics qui travaillent un peu avec les mafieux. C'est-à-dire que moi, mon parti pris, c'était de me dire, parce que ça arrive parfois, hein, j'ai bossé un peu avec des flics pour leur poser la question, leur dire, est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, il y ait les flics qui aillent voir et qui disent, bon bah ok, toi on te laisse faire ton business, mais tu gardes le calme dans le quartier. Et les flics m'ont dit, bah oui, bien sûr, on le fait souvent. Donc moi, ça m'arrangeait bien d'avoir ce petit compromis, justement pour pas avoir traité les conflits. Après, je ne dis pas que ça ne va pas arriver dans les suivants, parce qu'effectivement, c'est une des parties de la dégradation politique de notre pays, je trouve, qui oublie un petit peu ce genre de compromis et qui va un petit peu plus violemment dans la confrontation, ce qui est complètement absurde.
Je rebondis sur ce que vous disiez très justement, Diati, c'est tout à fait vrai qu'il y a ces événements de violence qui sont très marquants à la lecture, mais que vos textes ils se déploient beaucoup aussi dans l'entour de ces violences-là, et ce qui se joue aussi dans ces réseaux aussi de sociabilité, de solidarité et d'amour. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'évoquer la playlist qui est en fin d'ouvrage, Diati, dans votre livre. C'est un livre où la musique est très importante, et à la fin on retrouve plusieurs pages de références musicales, et dans ces références musicales, il y a une chanson de Sébastien Tellier, L'amour et la violence. Et j'ai l'impression que c'est aussi un des enjeux du livre, c'est-à-dire qu'il y a ces violences, mais il y a aussi des contre-feux, il y a aussi tout ce qui permet d'y répondre. Et justement, quelle place elle occupe, parce que j'ai commencé par la violence, mais quelle place elle occupe justement cette solidarité, cette empathie, c'est un peu cette, comment dire, réfutation du darwinisme social où en fait chacun lutterait pour soi et pour le plus fort, et en fait il y a aussi beaucoup d'amour dans ces livres, et je pense à la famille de Loïc par exemple qui l'entoure, avec toutes les contradictions et les paradoxes que ça implique. Comment comment ça s'articule dans vos textes, cette relation entre l'amour et la violence finalement? On sent que c'est important, par exemple, pour le narrateur Astor dans le livre. Il y a toute cette histoire du groupe, de l'amitié et de l'amour qu'on se porte. C'est aussi un des grands thèmes du livre, j'ai l'impression, sinon le thème principal, en fait, finalement, de Secondaire qui brûle. Ouais, bah c'est clair, hein. Je pense que en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'écrivais mon truc là, et puis après, il a fallu discourir dessus une fois qu'il est sorti. Du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre en fait des choses que j'avais faites que je comprenais pas au moment de l'écriture. En tout cas, c'était pas le temps de la compréhension, plutôt, c'était le temps de l'écriture. Et oui, en fait, c'est assez marrant parce que moi, j'avais cette volonté-là de rendre certains personnages amoureux, mais c'était une volonté purement technique. Parce que pour moi, il s'agissait d'un sentiment qu'a priori, on était beaucoup à avoir expérimenté dans notre vie. Alors, pas forcément l'amour comme on le pense en termes de relations romantiques ou quoi, mais en tout cas l'amour d'un parent, d'un ami, etc. Voilà, c'est quelque chose qui fait d'air, a priori. Ça pouvait être un point de convergence, en tout cas, entre ces personnages et les potentiels lecteurs ou lectrices. Donc, il y avait un aspect un peu comme ça, vraiment technique de, OK, on crée du lien, là, d'entrée dans le texte, à l'entrée du texte, pardon, et puis ça permettra de peut-être cheminer tous ensemble. Et puis en fait, je me suis rendu compte, à force d'en parler, que ça c'était une fausse piste et que l'amour n'était pas du tout là. Sachant qu'en plus, pour le coup, je le dis souvent pour me marrer et tout, mais parce que des fois on fait des trucs en tant qu'auteur et c'est absurde quoi. Mais j'ai vraiment écrit ça, mais à une période où je n'y croyais pas du tout. L'amour là, moi ça me parlait pas du tout comme truc quoi. Donc c'était vraiment hyper technique quoi. Et au final là, je me suis rendu compte, notamment parce que je lis des choses sur ça en ce moment. Je lis Bell Hooks à propos d'amour, qui dit que les définitions de l'amour qui font nos sociétés occidentales, elles sont un peu nazes quoi. Elles ne conduisent nulle part quoi. En tout cas, elles conduisent à beaucoup de souffrance. Et en fait, je suis au début du texte, mais ce qu'elle semble étayer, c'est une vision plus pratique en fait de l'amour qui se baserait notamment sur le faire. Et ça m'a hyper bouleversée parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être à cet endroit qu'étaient mes personnages, c'est qu'ils font énormément de choses les uns pour les autres pour survivre à la violence. Et en fait, je pense que le point culminant de l'amour dans ce texte, il est à cet endroit-là. Et ouais, pour moi, c'était important surtout j'avais pas envie en fait d'être dans quelque chose justement, en sortant du spectaculaire, j'avais aussi pas envie de donner lieu à cet endroit, comment dire, de donner trop de place à cet endroit de misère. Je voulais quelque chose de lumineux aussi parce qu'on y a le droit en fait. Et ouais, c'est important pour moi qu'est-ce qu'il est possible de faire après un tel drame en fait, un deuil impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire Pour un peu évacuer la question de l'amour qui n'est pas très présente dans mes livres, mais c'est plutôt de la solidarité en fait qui est présente, c'est-à-dire que c'est l'organisation des gens qui vivent ensemble dans une zone qui est abandonnée du reste de la ville en fait. On est vraiment dans ce contexte-là, alors qui est à la fois abandonné, puis à la fois avec des gens qui non plus n'ont pas forcément envie d'en sortir.
on est dans deux registres, hein, parce que c'est une vie de quartier, donc que ce soit dans la ville que je décris ou que ce soit dans un quartier de Paris, mettons, où les gens vont vivre entre quatre pâtés de maison, c'est pareil. C'est que parfois, on est casanier, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie... Là, le quartier dont je raconte l'histoire, c'est un quartier où on pourrait dire les gens qui sont là n'ont pas envie d'aller au centre-ville parce qu'il faut prendre le bus et qu'on n'a rien à y faire. On a tout sur place. Simplement, il y a des moments où ça se casse un petit peu, où il y a des choses qui sont plus compliquées, et c'est là que les réseaux de solidarité se mettent en marche. Moi, j'ai essayé de montrer un petit peu la diversité des habitants, parce que tous ne réagissent pas pareil. Ce serait idiot de dire tout le monde est très solidaire dans les quartiers, c'est pas vrai. Et puis ce serait idiot de dire tout le monde vit chacun chez soi. Donc moi j'ai des personnages qui ont des réactions différentes vis-à-vis de ça. Loïc dans ce livre-là dit à un moment donné, je pense que c'est une réunion de famille, et puis il va dire on lui dit mais tu connais tes voisins ou je sais pas quoi, il dit non, tu sais ici personne connaît personne. Et en fait, lui, il dit ça, mais si on a lu les 2 livres précédents, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde se connaît. Mais il n'y a que lui qui connaît personne, en fait. Mais en fait, c'est parce que lui, il a envie de connaître personne. Mais en réalité, tout le monde se connaît, tout le monde va chez les autres, etc. Mais voilà, chacun réagit différemment, et c'était aussi cette multiplicité-là que je voulais mettre en évidence. En tout cas, la solidarité est très, très présente, notamment parce qu'on n'a pas d'argent, et quand on n'a pas d'argent, on s'entraide, mais tout simplement. Et même nous, en tant que lectrices et lecteurs, d'ailleurs, sur la connaissance de la place Carrée, on en sait presque plus parfois que Loïc, qui regarde par exemple le marché, et on reconnaît des personnages des romans précédents que lui aperçoit qu'il n'arrive pas à nommer, et on sait que ça va être Cynthia, on sait que ça va être... Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce jeu-là de connaissance du lieu qui est très intéressant sur le 3e tome. Et Diati, vous parliez de comment survivre à la violence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui relie aussi beaucoup vos 2 livres, c'est la place qu'occupe l'art sous diverses formes, que ce soit, on a parlé de la musique, mais il y a aussi la danse, il y a aussi l'écriture bien sûr pour Loïc, il y a aussi le théâtre qui est un des grands thèmes du livre de Tristan. Je vous ai entendu employer le mot d'artivisme, Diati il me semble, si je dis pas de bêtises, pour ce rapport entre l'art et la dimension politique de l'art en fait, est-ce que ça peut faire à nos vies et comment ça peut être une réponse aussi. Et si on élargit un tout petit peu la focale, pour moi, ça crée un lien avec vos pratiques d'écriture à vous aussi, c'est-à-dire comment est-ce que par l'écriture on peut aborder ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est une question de les guérir, ou en tout cas, mais ça permet de s'en emparer. Il y a l'expression de créer les personnages qui créent un monument à leur béance dans votre livre Diati. Est-ce que la question de la fiction, des récits, le personnage d'Ali dans votre livre Tristan est très important, et de ce que permet la fiction, face à ces sujets-là, face à ces situations-là, que peut la littérature en fait? Est-ce que ça permet aussi de créer ces monuments-là pour ces vies un peu invisibles, ces vies un peu oubliées, ou ces pertes, ces deuils? Est-ce que ça permet de réparer quelque chose ou pas? Franchement, je sais pas. Non, après, bon, moi je suis pas très littéraire en fait, quoi. C'est un peu paradoxal et tout, mais enfin, évidemment que je crois au pouvoir des livres et tout, mais bon, c'est des livres, quoi. Après, en fait, ce qui m'intéresse plutôt, outre le livre, c'est la fiction, en fait. La fiction, on peut la retrouver dans d'autres types d'art, en fait. La fiction, c'est même très politique, au final. J'ai une révélation là il y a quelques semaines où je me suis rendu compte qu'on vivait dans une fiction politique en fait. Je pense que peut-être j'enfonce des portes ouvertes et tout, mais en tout cas c'est une révélation. Je dis mais en fait tout est une fiction, donc il faut répondre par de la fiction, donc il faut continuer d'écrire des livres. Donc quelque part en fait là je suis en train de me contredire, donc bon, il faut que j'organise mieux ma pensée là. Mais disons que en fait voilà, l'objet livre, moi il me parle qu'à moitié. Je trouve que c'est un objet qui est chouette, ça permet aussi bon de le faire circuler puisqu'il est concret quoi, et à la fois bon c'est tellement élitiste et tout, enfin il est serti de frontières invisibles, cet objet. Enfin voilà, moi j'entretiens un truc hyper ambigu là avec le livre, mais il y a le geste artistique et il y a la fiction. Qui effectivement permet, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure, la question du contre-discours, ça permet de contre-discourir, quoi, et d'apporter voilà, une autre version des faits, un autre endroit de vérité, d'aller fouiller des choses, remuer, de formuler des hypothèses aussi. J'aime bien cette expression aussi, je trouve qu'elle est... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça permet de se poser voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça permet de poser une série d'hypothèses. Mais voilà, un livre, c'est un livre. Et
En fait, moi, je crois que j'arrive pas très bien encore à démêler aussi parce que c'est sûr que ce que j'ai écrit, c'est politique, clairement, et en même temps, c'est pas du tout militant, puisque, le militantisme, encore une fois, c'est le faire, quoi. C'est comme l'amour, c'est le faire, et que écrire un livre, c'est hyper individuel, ça se fait pas collectivement. Après, quand il commence à sortir, quand il passe du côté de l'éditeur, évidemment que c'est un travail collectif, mais le moment où on est à sa table, on est vraiment tout seul, toute seule, et du coup, de fait, voilà, moi j'ai du mal à je sais pas, je négocie pas bien cet endroit en fait, parce que je me dis, mais ouais, on va pas changer le monde avec le savoir est une arme, certes, mais je sais pas comment dire, mais c'est pas si concret que ça, quoi. Peut-être que tu seras plus éloquent que moi, mais. Merci. Non, je sais pas. Est-ce que les livres, alors, que les livres changent le monde d'une manière ou d'une autre, probablement certains livres. Après, est-ce que les nôtres, est-ce qu'on a l'ambition de le faire? Je sais pas. Ce serait prétentieux ou en tout cas peut-être un peu illusoire de s'imaginer qu'on puisse le faire. Malgré tout, quand j'ai commencé cette série, moi, je me suis quand même dit que j'avais une certaine responsabilité en tant qu'auteur. C'est pas les premiers livres que j'écris, j'en ai écrit d'autres avant, et là je me suis vraiment attelé à un projet qui quand même avait pour objectif au moins de documenter déjà, mais moi je raconte des histoires, j'aime bien raconter les histoires, donc je voulais pas faire du journalisme, donc je voulais faire de la fiction. Donc c'est de la fiction documentée, donc on est dans cette espèce de chemin un petit peu hybride, un petit peu entre les deux, dont j'espère effectivement qu'il va... La première scène du premier roman, qui s'appelle Mathilde ne dit rien, donc la première scène, on est du côté d'une dame dans son pavillon qui voit débarquer quelqu'un dont elle a peur, qui sera finalement Mathilde. Et dès le deuxième chapitre, on bascule, et on va du côté de Mathilde dont on a eu peur, et on va apprendre à connaître sa vie, etc. C'est vraiment représentatif de tout le projet. Tout le projet, c'est ça. Je veux vous montrer les vies de gens que vous ne connaissez pas et que vous croisez seulement, et aller au fond de leur quotidien et de leurs aspirations et de leurs passions et de leurs envies, pour que vous en ayez moins peur d'une part, et puis surtout qu'on apprenne à être ensemble et à se connaître. Donc, dans tous mes livres, j'essaye d'aller au plus profond de professions, de personnes, Alors, personne n'existe vraiment, à part le personnage d'Ali, là en l'occurrence. Mais en tout cas, c'est une ambition. Après, est-ce que ce sera un coup dans l'eau? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est une ambition déjà d'essayer de me faire, comme on en parlait tout à l'heure avec Diati, de me faire le traducteur de ce que j'observe. Donc je traduis pour mes lecteurs et lectrices. C'est comme un outil de médiation un peu. Exactement, ouais, c'est vraiment... Il y a cet objet-là, et de se servir de la fiction, et notamment du roman noir, où il y a des péripéties, de l'intrigue, du suspense, pour que ça passe mieux encore. C'est-à-dire que sans s'en apercevoir, on est allé au bout du livre parce qu'on était tenu par un certain suspense, mais en fait, le suspense, c'était pas l'important. Ce qui était important, c'était tout le reste, en fait. C'était la vie de Loïc, son enfance. Pour le premier, c'était le métier des travailleurs sociaux. Pour le deuxième, c'était les infirmières. Voilà, c'était... Voilà, on découvre d'autres choses, mais on les découvre dans une tension narrative, et c'est ce qu'explique Ali, qui est donc le seul personnage pas inventé de toute ma série, puisque Ali, c'est un vrai animateur de théâtre dans les maisons de quartier. Il l'est plus maintenant, mais il l'a été pendant 20 ans, et c'est lui qui m'a donné toute la matière dont je me suis servi pour ce livre-là, parce que je suis allé voir à la source. Moi, je le connaissais depuis longtemps. Moi-même, j'ai travaillé dans le théâtre pendant très longtemps, et je l'ai croisé, et je lui ai dit, mais voilà, comment tu fais? Lui, c'est un passionné. Lui, c'est vraiment, lui, il va te dire, oui, le théâtre va changer le monde, va changer des destins. Va changer des destins de gamins qui sont venus dans mon atelier et qui seraient pas venus, s'ils n'étaient pas venus dans mon atelier, on ne sait pas comment ils auraient tourné. Donc lui, oui, il est chevillé à ça, quoi. C'est vraiment, et moi un peu moins, parce que je pense que j'ai moins d'impact que lui, qui est extrêmement charismatique et qui est fédérateur pour tous les gosses qu'il a accompagnés pendant toutes ces années. Parce qu'il est dans le faire aussi, pour le coup. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais après, justement, je peux rebondir? Bien sûr, bien sûr. Ça m'évoque une discussion là, que j'ai eue récemment dans un lieu très cool qui s'appelle la Perme à Belleville, à Paris, qui est une permanence où à la fois on peut jouer aux échecs, ou se faire assister juridiquement. Enfin, bon, voilà, on peut faire du rap et tout. Enfin, il y a un peu de tout et rien. Et c'est un lieu hyper magique. Et du coup, j'y étais pour parler du livre.
Et Ousmane, qui est du coup animateur là-bas, il disait que justement du livre, il dit mais moi ça c'est un livre avec lequel je peux, enfin c'est un outil de médiation aussi justement. Du coup je me disais ok ça c'est effectivement c'est intéressant si ça permet, si ça peut être un support à la discussion. Je pense que c'est quand même, en tout cas moi c'est aussi avec cette visée-là que j'avais écrit ce livre, et aussi quelque chose que j'avais pas pensé à dire mais en t'écoutant ça m'est revenu, c'était sur cette question de rendre un sujet inévitable aussi. Ça c'est quelque chose que je tenais à faire aussi, puisque du coup il y avait donc ces mauvaises représentations dans le paysage médiatique de la question des violences policières. On trouve des représentations aussi dans le cinéma qui sont parfois douteuses, souvent douteuses. Il y a des représentations de la question des violences policières dans le champ des sciences humaines. Il y a des très très bons ouvrages, il y a des ouvrages hyper étranges, un peu zoïfiants, un peu. Et puis il n'y a pas grand-chose en littérature. Donc je me disais, ok, peut-être que c'est un endroit où aller pour contribuer à justement à faire en sorte que le sujet devienne inévitable. On ne peut pas éviter ce sujet. Arrêtez de fermer les yeux. Il est partout, quoi. Et il y avait un peu ce truc-là. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi donc là, vraiment, je sors de la question des violences policières pour parler d'un de mes sujets préférés, c'est les personnes noires et arabes. En ayant grandi, en souffrant d'un manque de représentation ou de mauvaises représentations de nos identités, faites par des gens qui ne sont pas concernés par ces identités-là, faites depuis l'extérieur, j'avais, je crois, aussi envie d'aller complexifier un peu les représentations, voilà, ça c'était aussi un autre enjeu. Et ça j'y crois aussi. Je pense que la simple représentation, c'est à manier avec délicatesse, parce que souvent c'est aussi une manière de dire on a mis un noir là, on a mis un arabe là, vous êtes calmés, et non on n'est pas calmés parce que le combat il ne se situe pas là. Mais par contre pour des plus jeunes, de pouvoir grandir avec des représentations qui sont complexes, qui sont... c'est important, je pense. En tout cas, moi, j'aurais aimé grandir avec plus de modèles, quoi, ou de représentations. Ouais, cette complexité à l'intérieur, vraiment aussi dans les deux livres, sur le fait que vos personnages, ils sont souvent réinstitués en figure de savoir, avec des savoir-faire. Enfin, je pense à la botanique pour Astor, par exemple, ou la tôle, la tôlerie pour Loïc. Et il y a cette fierté en évoquant le grand-père Roland du personnage aussi, où toutes ces vies invisibles qui pourtant constituent tous les objets qu'on utilise au quotidien et qui sont dépositaires de ces savoirs-là, ça leur redonne aussi cette visibilité-là. Et il y a notamment ce chapitre aussi qui rejoint ce que vous disiez, Tristan, qui se passe dans un EHPAD, où en fait vous décrivez les personnes qui sont là en racontant des bouts de leur vie. C'est extrêmement émouvant, c'est complètement débrayé du narratif et ça finit par « elle existe à peine ». Et j'ai l'impression que dans vos romans, voilà, ça permet, ces gens qui existent à peine dans le narratif un peu dominant, ben là ils existent un peu plus fort, quoi. Et il y a aussi ça qui se passe, qui a lieu. Je vous propose qu'on écoute un extrait du roman de Tristan qui va nous être lu par les voix de clameurs, en l'occurrence Mariam et Sanseya, qui vont nous lire un passage donc, de Jour encore, nuit à nouveau, le 3e roman des chroniques de la place Carrée, en écho à ce que Diati a pu nous lire en début de rencontre. Elles arrivent, pas de problème. Bonjour. Il y a un cahier rouge pour les notes, toutes les pensées, toutes les phrases qui traversent son esprit et qui méritent de se poser sur une feuille. Certaines seront rayées, mais pas trop fort. On pourra encore les lire et se souvenir de la raison pour laquelle elles ont été biffées, comme les détenus condamnés à la prison à vie, qu'on observerait à travers les barreaux de leurs cellules. Loïc est pris de vertige quand il songe à toutes les pensées dignes d'intérêt qu'il a eues depuis sa naissance et qu'il n'a pas notées. Il croit se souvenir de certaines d'entre elles, sans être certain qu'elles soient authentiques. Elles paraissent fades et éternes. Sa mémoire les aura mal conservées, les laissant se dégrader et moisir dans un caveau humide qu'elle imaginait ne jamais devoir rouvrir. Il y a un cahier bleu pour la pièce de théâtre. Loïc y écrit la première scène sur le parking du Leader Prize, le lendemain de la première soirée avec Ali, appuyé sur un conteneur de collecte de verre. Ensuite, il gravit la côte qui mène à la place Carrée, oubliant les voitures et les camions qui circulent sur la route à côté de lui. Dans sa tête, il entend les dialogues de sa deuxième scène. Au feu rouge, il s'assied sur le banc, dos au massif de fleurs et au parterre de gazon qui embellissent ce carrefour passant,
ou des semi-remorques freinent et redémarrent dans un grondement assourdissant. Loïc n'y prête pas attention, les voix ne s'arrêtent pas. Il Il lui suffit de tendre l'oreille et d'écrire. Sa pièce met en scène 2 personnages, Clic. et Clock. Clic est un petit bonhomme, timide et peureux. Clock est un géant aux muscles d'acier, idiot, mais serviable, dont la première préoccupation est de prendre soin de son ami Click. Ou bien est son frère. Loïc ne le sait pas encore. Chaque scène montre Clic et Clock confrontés à un nouveau problème qu'ils finissent par résoudre. À mesure qu'il écrit, Loïc comprend que la somme de ces petits problèmes et de ces petites résolutions produit un schéma plus large. La pièce entière, semble-t-il, consiste en la résolution d'un vaste problème. Loïc ne sait pas encore lequel. Si tu continues à te manger les doigts, Clock, tu ne pourras plus attraper les pigeons sur la place, et alors tu seras triste. Mais j'ai trop faim. Eh bien, mange autre chose que tes doigts. Si je me mange entièrement, il restera ma bouche. Bien sûr, mais comme tu auras mangé ton cerveau, elle ne te servira plus à parler, seulement à dévorer le reste du monde. Merci beaucoup Mariam et Sanseya pour cette lecture d'un extrait de Jour encore, nuit à nouveau. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs le fait de faire cette mise en voix, puisque vous parliez de donner une visibilité à ces personnes qui n'en ont pas toujours. Et j'ai l'impression qu'aussi cette visibilité, ça passe aussi très concrètement par le fait de leur donner une voix. Et là, je voudrais venir sur peut-être des questions d'écriture un peu plus concrètes vraiment dans vos pratiques d'autrice et d'auteur. La musicalité de la langue, le discours direct est très présent dans vos 2 livres. Loïc a une façon très à lui de s'exprimer, qui est un peu en décrochage du reste du récit. Et on l'a entendu, Diati, quand vous avez lu un extrait, que la langue orale est très présente aussi. Et je me demandais comment ça s'écrivait, ça, comment est-ce qu'on arrive à faire sonner, parce qu'on a l'impression, quand on n'écrit pas, qu'écrire du discours direct, c'est le plus simple, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps, de parler. Mais en fait, pour celles et ceux qui sont déjà essayés à retranscrire un entretien, en fait, c'est illisible tel quel, quoi. On ne peut pas réécrire ce qui a été dit, même quand on fait un entretien ou quoi, ça ressemble à rien. Et là, pour le coup, c'est très présent et très réussi, surtout dans vos 2 livres. Donc, je voulais savoir comment vous aviez écrit, comment vous aviez réussi à donner une voix à vos personnages qui soit vraiment leur incarnation un petit peu dans le texte. Alors déjà, j'avais pris cette décision d'enlever tous les tirets, là, de passer au style en direct libre, je sais plus, c'est pas comme ça. Et ouais, pour qu'il n'y ait pas d'interruption graphique, en fait, dans le roman, j'avais envie que la langue soit toujours, qu'il y ait une espèce de respect du rythme, qu'il y ait un flow comme ça, et que voilà, on n'ait pas d'interruption d'un coup, il faut que je revienne à la ligne. Ça me semblait un peu brutal. Je l'ai fait une seule fois dans le texte, mais c'est vraiment pour marquer que ceci est la dernière conversation que ces 2 personnes auront ever. Donc, il y a vraiment une fonctionnalité au tiret. C'est un temps de pause qu'on marque dans l'histoire. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des dialogues qui sont directement intégrés au corps du texte. Donc ça, c'était le premier truc. Et ensuite, c'est tellement vrai, là, ce truc de retranscrire... c'est horrible, quoi. Enfin, ça donne vraiment des trucs, genre... mais c'est... D'ailleurs, je crois que... Parce qu'en fait, j'ai mis énormément de temps et d'ailleurs, j'ai pas fini d'analyser le pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi d'un coup, tu peux dire une phrase comme ça, mais à partir du moment où tu l'écris, c'est horrible. C'est qu'en fait... Alors, c'est ma théorie, hein, mais il manque l'accent, la diction et le rythme. Et c'est ça qui fait que la phrase devient horrible, en fait. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment justement ce travail-là. C'est comment on fait apparaître un accent, une diction et un rythme de phrase à l'écrit, sachant que c'est oral. Alors, à partir de ce constat, je me suis dit, ok, Diati, si tu veux écrire dans cette langue orale qui est la tienne, il faut que tu comprennes quel en est son système, en fait. C'est quoi le système de cette langue ? Et c'est pas juste une accumulation de wesh, c'est pas ça en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va pas justement faire comme les autres, c'est simplifier cette langue, on va lui rendre toute sa complexité et toute sa richesse, enfin, on va essayer. Et du coup, voilà, je me suis posé 3 secondes là et je me suis dit c'est quoi qui fait sens dans cette langue, quel en est le système. Et en fait, je me suis rendu compte que, outre le fait que ça soit une langue qui soit constituée d'énormément d'emprunts à d'autres langues,
notamment d'Afrique de l'Ouest, notamment du Maghreb, etc. C'était aussi une langue qui tordait les phrases, voire qui les tronquait. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouvais assez marrant, mais c'est courant de dire, quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis très longtemps, je ne l'ai pas vu, ça fait depuis. Et cette phrase n'est pas finie, mais en fait elle est finie. Et du coup, donc voilà, je me suis dit, mais en fait c'est ça en fait le secret de cette langue, c'est en fait comment on tord les mots, les phrases, comment on les découpe, comment on les finit jamais. C'est de placer des E au bon moment, c'est de placer des 1 au bon moment, c'est de placer des brefs au bon moment, etc. Donc voilà, ça a été vraiment le boulot que j'ai fait. Et puis du coup, essayer de reconstituer une oralité à l'écrit, mais faire en sorte quand même qu'elle sonne à l'oral. Donc du coup, toutes les phrases ont été redites à l'oral par moi-même, du coup, pour voir si ça sonnait une fois à l'oral. Je me répète beaucoup. Et alors c'est vraiment de mémoire, j'ai plus le. Mais il y a cette suppression des tirets, et il me semble qu'il y a aussi pas énormément de ponctuation, par exemple de points d'exclamation, ou si, ou je me trompe. Est-ce que ça vous l'avez préservé? Ouais, il y a quand même pour transmettre l'énergie d'une phrase ou quoi, il y a quand même encore la ponctuation. Je me souviens plus. Je me souviens pas non plus, mais je crois qu'effectivement il n'y a pas de point d'exclamation, alors que pourtant moi je m'en sers beaucoup à l'écrit. D'ailleurs peut-être peut-être qu'il faut que je me calme, mais des fois il y en a 14 par mail quoi. Mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup, et effectivement dans le texte, et il n'y a pas de 3 petits points non plus, parce qu'à chaque fois le 3 petits points est un truc un peu 3 petits points. Et ouais, c'est tout ce qui en fait induit un peu une tension, des choses. Enfin, je les ai distribués avec parcimonie. C'est très difficile, trouver des voix. Effectivement, moi j'ai plusieurs personnages. Aucun de ces livres n'est écrit à la première personne, donc déjà c'est intéressant. Hier j'étais en rencontre avec un auteur américain qui s'appelle Peter Heller, qui a ses 2 premiers romans qui sont écrits à la première personne, et après il passe à la 3e personne. Je lui ai posé la question, j'ai dit pourquoi à un moment donné, et en fait il dit mais en fait on a une réaction contre-intuitive avec la première personne. En fait la première personne fait que notre personnage ne peut pas en savoir plus. Disons que l'auteur ne peut pas en dire plus que ce que c'est le personnage. Il ne peut pas être plus drôle. Si le personnage est pénible, le livre sera pénible, puisque de toute façon, voilà. Et il dit qu'étrangement, quand il est passé à la 3e personne, il avait l'impression d'être un peu à nu, parce que du coup, c'était lui, en fait. Et il apparaissait, en fait. Il dit, ça y est, vous me voyez. Et il y a ce côté-là un petit peu dans la recherche des voix. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avoir un narrateur qui soit un narrateur qui est empathique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que parfois, le narrateur, même si c'est une 3e personne, va prendre effectivement la manière de parler du personnage qu'il est en train de décrire. Donc c'est pas très très appuyé, mais en tout cas j'essaye d'avoir ce côté-là un petit peu pour quand même pas c'est pas de l'indirect libre, mais on est quand même pas loin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement même des trucs de langage qui vont s'insérer dans le récit du narrateur. Après, quand j'ouvre les guillemets ou quand il y a des tirets, je me rappelle plus comment on le gère, c'est différent selon les livres. Là, c'est une question, comme disait Diati, de traduction. C'est-à-dire que là, on va essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible tout en donnant une certaine couleur. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, c'est impossible de retranscrire tel quel. Dans le précédent roman, on en parlait juste avant, dans Héroïne, où je raconte l'histoire d'infirmières qui sont en train de faire les transmissions, c'est-à-dire qu'elles se passent entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, ce qui se passe dans les différentes chambres. Moi, j'ai assisté à ça, je l'ai enregistré, c'est incompréhensible. On ne sait pas de quoi elle parle. Si je marque ça dans le livre, ça vous fera une belle jambe. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y a suffisamment de technicité, respecter que c'est une langue technique, mais ça dans tous les milieux, c'est milieux socio-professionnels, etc. Respecter la langue technique, essayer de faire comprendre, faire sentir cette couleur, tout en étant compréhensible. Et tout le dosage est un peu complexe. Généralement, très honnêtement, moi j'ai jamais lu un livre dans lequel j'ai été complètement paumé par la technicité. Généralement, les auteurs savent doser quand même suffisamment, puisqu'on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à vous. Donc on comprend quand même, enfin, c'est assez rare, ou à moins d'avoir vraiment quelqu'un qui serait
complètement plongé dans son métier et qui utiliserait des supposés connus complètement incompréhensibles du reste. Mais c'est quand même, il y a un éditeur aussi, donc on travaille un petit peu là-dessus. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir un éditeur qui est québécois, donc pareil, qui a un niveau de langage qui n'est pas le même que le mien, et même d'un vocabulaire qui est parfois pas le même que le mien. Donc ça m'oblige aussi à être encore plus universel, tout en respectant les spécificités, mais tout en étant quand même très universel, parce que parfois il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Les Québécois me disent mais qu'est-ce que tu dis là, alors que c'est un truc oral dont j'imagine que tout le monde est au courant, mais en fait non. Tu traverses l'Atlantique, ils parlent français, mais en fait ils ne comprennent pas ce que tu as dit. Et petite parenthèse, ils sont complètement outrés de voir qu'on traduit les livres québécois en français. Bien sûr, bien sûr, on traduit. Et ils disent, mais vous, quand vous nous envoyez les bouquins, style le tien par exemple, qui sont écrits avec une langue orale de l'argot parisien ou de banlieue parisienne et tout, nous, ils ne sont pas traduits, vous nous les envoyez comme ça. Pourquoi vous traduisez quand nous, on écrit québécois? Voilà, juste une petite parenthèse. Encore les enjeux de pouvoir et hiérarchisation dans les langues qui s'expriment en plein. Sur la question de la technicité, ça m'évoque, hier il y avait la scénariste Lou Wifang de bande dessinée qui est venue nous parler de son livre, et il y a des énoncés scientifiques qui sont absolument incompréhensibles et très très hermétiques, mais justement elle va en jouer de ça, et ça devient quelque chose qui est complètement abstrait, qui devient très poétique et qui lui permet de parler de son récit de façon oblique. Voilà. Enfin, tous les livres se dialoguent à clameur. Je voudrais bien sûr, on arrive gentiment à la fin de cette rencontre, et je ne peux pas ne pas vous interroger sur un autre des acteurs majeurs de vos livres qui sont les lieux où se déroulent ces récits. On a beaucoup parlé des gens, mais ces gens, ils habitent un lieu qui n'est pas neutre. On l'a compris dans vos romans, Tristan, la place Carrée, l'essentiel il y a des échappées, il y a des sorties, mais l'essentiel des intrigues se déroule sur cette place et les bâtiments environnants, avec les 3 bâtiments U. Diati, on circule aussi beaucoup, que ce soit autour de la pyramide, la dalle, les rampes, le parking souterrain. Et d'ailleurs, on passe, il y a un mouvement ascensionnel dans le roman entre vraiment les souterrains du parking, on remonte sur la dalle pour finir sur les toits. Donc j'ai l'impression que ces lieux sont vraiment structurels et ont vraiment participé de l'écriture de votre livre. Et je me suis demandé déjà très concrètement comment vous avez réussi à vous circuler entre ces différents endroits, parce qu'il y a très souvent des évocations des passages d'un endroit à un autre, etc. Je me suis demandé si vous aviez des plans, si vous aviez pour vous reconnaître. En plus, Tristan, c'est un projet de longue haleine, donc si on a dit quelque chose dans Mathilde, un roman qui a été écrit en 2019-2020 et qu'aujourd'hui en 2023, il faut continuer d'être cohérent sur ce qu'on dit, qui habite où, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous, en tant qu'autrice et auteur, vous circulez dans ces espaces vraiment très importants dans vos livres? Je peux commencer si tu veux, parce que moi c'est facile en fait. Moi j'ai pas besoin de plan, parce que moi le quartier il est à côté de chez moi. Donc pour ce qui est de l'organisation géographique, en tout cas, j'ai pas de souci à me faire, puisque je prends comme modèle. Exactement, je prends mon chien et je fais 200 mètres et j'ai mon décor. Donc ça c'est vraiment très simple. Que j'ai aménagé malgré tout. J'ai aménagé, je l'ai réduit, il est plus petit. Il y a beaucoup plus d'ensemble là où j'habite. Moi, je l'ai réduit à effectivement cette petite résidence en U. Et ça, la résidence en U, c'est aussi une des formations professionnelles de mon ancien métier, c'est que ça ressemble à une scène de théâtre. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là un petit peu, même avant le 3e livre qui en parle beaucoup. Je crois que je le dis même dans un des précédents. Je dis, voilà, c'est ça. Il y a un parking, il y a une place et il y a un bâtiment en U. C'est le 3e mur, enfin on est vraiment au théâtre, c'est exactement ça, et tout le monde voit tout le monde, c'est un truc aussi complètement panoptique comme ça, où tout le monde voit tout le monde, il suffit que tu mettes ton nez à la fenêtre, et puis tu vois les 2 autres bâtiments, et tu vois la place, et tu vois tous les gens qui sont sur la place, les mamans elles surveillent les enfants, les groupes de gamins qui se... Voilà. Donc on voit tout, donc c'était aussi, pour moi, en termes de comédie humaine, il y avait ce côté aussi... unité de lieu, unité de temps qui était très théâtrale, quoi, qui me plaisait beaucoup pour ça. Donc je n'ai pas trop de questions à me poser sur le... Moi, j'ai fait un petit assemblage de lieux que je connaissais. Je les ai superposés. Et en fait, j'ai un peu joué avec les stigmates, en fait. J'avais un peu envie d'une Uber-cité, quoi. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais quelque chose d'un peu... qui a aucun sens, quoi, en fait. Quand on met tous les éléments... quand on cumule les éléments, on se rend bien compte que c'est quand même peu probable, quoi. Il y a trop de choses, en fait, il y a trop d'éléments.
il y a une dalle, il y a un parking souterrain, il y a des passerelles, il y a des tours, il y a des trucs, enfin il y a trop de trucs quoi. Et du coup, mais j'avais un peu envie voilà de jouer la gamine en vrai. Hein. Vous voulez une cité, vous allez en avoir une. Il y avait un côté un peu comme ça quoi. Et il y a beaucoup de toutes les manières dans le texte de jeu avec l'inversion du stigmate. Il y a ça, il y a le fait il y a le chaudronnier Neil qui avec cette voie de garage, comme on les appelle au lycée, finit par devenir vraiment une véritable sorcière, enfin, voilà, en tirer son parti, etc. Enfin, pas mal de jeux comme ça. Pour revenir sur la question des lieux, moi j'ai fait un plan du coup parce qu'à un moment donné j'étais plus du tout cohérente. Donc j'ai dessiné un peu, j'ai situé un petit peu les différents éléments pour pouvoir y faire progresser la narration à travers donc, le corps du narrateur Astor qui du coup déambule. C'est un peu un passeur en fait, il passe un passeur dans tous les sens du terme, il passe d'un endroit à l'autre et puis il a des relais sur le chemin qui sont des amis en fait et qui font avancer l'histoire. Et donc en gros, je ne sais pas si ça se remarque tant que ça, mais surtout sur la deuxième partie, il y a à chaque fois un espace et un personnage qui est lié à cet espace. Avec évidemment ce souci de faire remonter tout ça à la surface. Et je crois que ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'était la manière dont en fait, tous ces lieux sont très ambivalents jusqu'à ce symbole de la pyramide. La pyramide, c'est une sculpture qui trône au milieu de la place du village, là, et on ne sait pas trop ce qu'elle fout là, et qui est en fait une sculpture qui a existé sur la place des Fêtes à Paris, qui a été détruite maintenant, enfin qui est démontée en tout cas. Et moi qui m'a toujours archi interpellée, je me suis toujours dit que c'était une œuvre d'art de 1% qui était vraiment extrêmement réussie puisqu'elle créait de l'accident à chaque fois qu'on la revisualisait. Quoi. Pourquoi y a-t-il une pyramide au beau milieu de la place des Fêtes ? Pourquoi en fait ? Et là où en fait la plupart des œuvres de 1% sont invisibles en fait à l'œil, on s'y accoutume, on les a jamais remarquées. Donc j'ai complètement perdu le fil. Donc là je suis sur la pyramide. Et voilà, donc l'idée c'était de remonter. Donc oui, c'est dans l'ambivalence des lieux. Et en gros, j'aimais bien en fait que par exemple les sous-sols, c'est à la fois des choses, c'est à la fois des endroits où on peut mener des activités illicites, ce qui n'est pas l'histoire du tout de mon roman, mais à la fois c'est la culture underground. Elle est sous la culture qui se fait contre, qui se fait hors champ, qui se fait à l'abri des regards dans un premier temps, même si souvent elle devient mainstream après. Mais voilà, en gros, j'aimais bien cette idée-là. À la fois, c'est des terreaux fertiles, tous ces endroits qui sont sous les sols, qui sont dans des friches, qui sont en tout cas mis en périphérie, mis au banc qu'on ne voit pas, et dont on cherche à les aplanir. Hein, d'ailleurs, c'est quand même tout ça, tout ce qui est plan de rénovation urbaine. Là, l'idée, c'est d'aplanir tout ça, mettre des caméras et de faire en sorte qu'on puisse surveiller tout. Voilà, toutes ces brutes. Et tac. Décidément, je perds beaucoup le fil là. Et voilà. Et en même temps, donc voilà, c'est des lieux où culture est faite. Et en même temps, c'est important d'en sortir et de se rendre visible. Et du coup, moi, je crois que c'était ça que j'avais envie de faire aussi avec cette architecture, c'était de pouvoir faire déambuler ces personnages. Et de les faire reprendre la place dans tous les sens du terme. C'est-à-dire vraiment, ils remontent à la surface, mais ils reprennent leur place, leur dignité, qui leur est retirée en fait chaque jour. Et puis, ils finissent par prendre carrément de la hauteur sur la situation. Évidemment, tout ça, c'est symbolique, mais voilà, en montant sur les toits. On arrive au terme de cet entretien. Je me tourne vers vous pour savoir si certaines ou certains d'entre vous auraient des questions pour nos invités. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît ? Juste pendant que le micro arrive, j'ai repensé pour les lieux. En fait, le livre est sorti depuis suffisamment longtemps maintenant, je peux vous le dire. Personne ne l'a vu. L'appartement de Loïc n'est pas possible, en fait. Géographiquement, c'est pas possible, en fait. Il peut pas avoir des fenêtres là où elles sont placées. Ça tient pas la route, en fait. Et donc ça, je l'ai fait volontairement pour que le personnage s'enfonce petit à petit dans une forme de folie et de voilà. Donc je trouvais vachement bien que c'est son seul univers et je trouvais bien qu'il soit incohérent. Ouais. Voilà. Comme l'est le personnage. Donc il y a encore cette fonction symbolique des lieux. Est-ce que ça dit de ceux qui les habitent ? Bonjour, merci, c'était super chouette et je vais essayer de ne pas faire de bourde à l'oral. Voilà.
Je voulais juste vous dire quelque chose à vous, Diati. J'ai tout noté sur ma main. Un moment, vous avez dit que vous aviez un peu c'était votre sujet préféré, les Noirs et les Arabes. Et ça m'a fait rire parce que moi, je suis métisse et j'ai grandi avec ma mère, donc qui est blanche, voilà. Et donc j'ai très très peu été entourée par ma famille paternelle qui est donc camerounaise, etc. Et c'est vrai que j'en ai fait un peu une obsession parce que voilà, c'est quand on appartient à une minorité, il suffit de regarder dans la salle. Enfin, c'est pas une critique, mais c'est juste un constat. Et du coup, j'ai un peu une obsession. Et quand ma mère, elle m'a parlé de votre livre, je me suis dit, waouh, trop bien. C'est une jeune autrice racisée. Le sujet est important. Et je me suis dit, trop bien. Et donc ça m'a vachement donné envie de le lire. Ah, j'ai tutoyé, pardon. Voilà. Et est-ce que vous avez dit sur le langage, comment retranscrire une manière de parler qui est très particulière et très riche et très intelligente. Enfin, moi, je sais que, par exemple, entre mes deux familles, la manière de parler, ça a toujours été quelque chose de différent. Et moi, j'ai pris un petit peu des éléments du côté de mon père, et voilà, et ça a toujours été quelque chose auquel j'ai tenu. Et ce fait de couper, par exemple, mon père, il m'a offert un fer à lisser pour mon anniversaire. Bref, pas revenir là-dessus. Voilà. Mais j'ai écrit à mon ami avec son cadeau fer à lisser. Et le fait de couper les... Et du coup, je trouve ça super cool, ça me donne vachement envie de lire et pour un tas de sujets, mais aussi pour le langage, parce que c'est super chouette et j'ai hâte de voir comment vous l'avez retranscrit dans le livre. J'espère ne pas te décevoir. Ça, c'est toujours la grosse pression. C'est quand on a un peu parlé des choses et que visiblement on l'a fait suffisamment bien, mais après ça fait mais quelle déception. Ce livre est un torchon. Mais oui, moi la langue ça me passionne, franchement. Ça m'a fait penser à un autre truc aussi qu'on dit souvent, qu'on fait souvent, c'est commencer par le que, par exemple. Et ça, c'est des choses aussi que j'ai un peu explorées. Mais lui, que il fait ça, pour dire quelqu'un qui fait toujours, voilà, un truc quoi. Que il. Et voilà, c'est des petites choses comme ça où. Donc après, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est que à la fois des personnes qui parlent cette langue puissent se reconnaître dans le livre, mais aussi pour des personnes qui ne la parlent pas, c'était de créer de l'accident. Je pense que c'est aussi à cet endroit-là qu'on fait poésie aussi, c'est en remuant la langue un peu, dire mais ça interpelle et que d'un coup en fait on est plus dans le flow, on se pose la question de mais c'est quoi cette phrase, et je pense qu'il y a des personnes que ça peut sortir totalement. C'est ok, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais et puis il y a des personnes qui adhèrent au truc, mais en tout cas c'était vraiment un objectif, ouais. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre question. Oui, alors moi j'ai une question sur les violences policières et notamment le regard que portent les différents milieux sociaux sur ces violences policières. Et je vais essayer de me référer à différents mouvements sociaux qu'on a eus au cours de ces dernières années, puisqu'en fait très souvent les jeunes de quartier dénonçaient les violences policières. Et puis, lors des mouvements sociaux des Gilets jaunes ou encore récemment lors des mouvements de grève contre la réforme des retraites, beaucoup ont appelé les jeunes de quartier à les rejoindre sur la question des violences policières. Et ces jeunes de quartier se sont détachés un peu de ces dénonciations en disant qu'on les dénonçait depuis de nombreuses années et la société n'était pas forcément à l'écoute de ces violences policières. Donc pourquoi devons-nous rejoindre vos dénonciations? Et cette analyse, en fait, cette lecture de la violence policière, moi, m'interpelle, puisque ceux qui refusaient de dénoncer à un moment donné les violences policières ont appelé effectivement à la rescousse, entre guillemets, pour venez nous aider pour dénoncer cela. Et ça, j'ai du mal, je ne sais pas, dans vos travaux, dans vos recherches, est-ce que vous êtes questionné sur justement ce regard que peut porter la société sur les violences policières? Quand est-ce qu'elles sont légitimes? Quand est-ce qu'elles ne le deviennent plus? Le rapport qu'ont les différents milieux sociaux
face à la police. Voilà, cet univers de questions autour de cela, moi, m'interpelle. Alors, je ne sais pas quel est votre regard sur ce sujet-là. Moi, j'apporte juste un tout petit témoignage et puis je te laisse répondre parce que c'est plus ton sujet, mais pour que documenter, moi je documente toute l'année, etc. Donc j'ai pas encore écrit ce qui va se passer en 2023, mais j'ai beaucoup documenté les différentes manifestations qui ont eu lieu là. Et effectivement, il y a peu de personnes noires, arabes dans les cortèges. Et ça, j'ai posé la question aux personnes concernées. Et ben la réponse, elle est simple, elle est qu'on n'y va pas parce qu'on ne veut pas se faire arrêter. C'est pas qu'on est contre la cause ou machin, c'est juste que des manifs avec des CRS sur les côtés et tout ça, si ça tape, ils vont taper sur les premiers, c'est pas sur la mère de famille avec son landau, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. C'est que moi j'ai recueilli ce témoignage de gens qui disent non, moi j'y vais pas parce que j'ai peur de me faire taper, même si la manif elle est pacifiste, voilà. Donc ça c'est juste très simple. Pourquoi il n'y a pas de... Parce que c'est vrai qu'on leur reproche aux jeunes des quartiers de ne pas être dans les mouvements sociaux, mais c'est pas qu'ils sont des sujets. Dans le quartier que j'étudie à Auxerre, premier tour de la présidentielle, c'est Mélenchon qui est à 40%. Ils sont dans la cause sociale, c'est pas la question. La question c'est je sors pas parce qu'il y a des flics. Ouais, après c'est un peu plus complexe que ça quand même, hein. Je pense qu'il y a de ça. Après, il y a aussi le fait que les manifs, comme en centre-ville, ça relève pas de notre folklore aussi, quoi. Il y a d'autres. Alors, c'est pas du tout pour faire mon autopromo, mais j'ai écrit un article sur Mediapart à ce sujet, qui aborde notamment ce sujet, en fait, à un moment donné, dans les quartiers, ça agit au quotidien. En fait, on n'attend pas forcément telle réforme pour en fait monter des mouvements et tout. Donc là, pareil, je simplifie un petit peu pour aller vite, mais déjà il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a des questions de folklore, il y a des questions de effectivement, Cimer, j'ai pas envie de me faire arrêter. Enfin, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Il y a des questions aussi de ça se passe toujours dans le même sens. Et donc là, pour reprendre un peu sur une note plus géographique, là, il y a ce truc où il y a le centre-ville, quoi, et puis tout le monde doit converger au centre-ville. C'est jamais l'inverse qui se passe, en fait. Donc d'un coup, c'est toujours demander aux mêmes de rallier des causes. Donc évidemment, la périphérie à la centralité, et ça peut s'appliquer. Enfin, le symbole, il peut se décliner, quoi. Il y a toujours ce truc de rejoindre, la majorité, en fait. Et là où la majorité ne rejoint pas la minorité. Donc il y a ça aussi. Ouais, en fait, on leur demande beaucoup de choses aux jeunes de banlieue, là, c'est ce groupe social d'ailleurs très, voilà, dont on peut discuter aussi, quoi. Le jeune de banlieue, qu'on lui demande beaucoup de choses, on le responsabilise de beaucoup de trucs, tout en le simplifiant, tout en machin, tout un truc. Enfin bref, donc je pense qu'il y a de ça. Après, voilà, moi je me souviens que pendant les Gilets jaunes, par exemple, il y avait eu des excuses qui avait été formulée en fait de la part des GJ, qui est aussi un groupe social très nébuleux comme ça, mais où en fait des personnes avaient dit désolé quoi, désolé d'avoir fermé les yeux pendant 40-45 ans de violences policières dans les quartiers populaires. Désolé. Maintenant que ça nous arrive à nous, on peut plus éviter le sujet. On se rend bien compte que en fait c'était sous nos yeux, mais on a voulu les fermer. Donc ça c'était pour le symbole, mais c'était intéressant, je trouve, quand même, de le dire, quoi. Mais après, voilà, c'est clair que moi, quand j'entends... là, il y a eu beaucoup de violences cette année, notamment dans le cadre de manifestations, mais pas que, en fait. Il y a toujours la même violence invariable dans les quartiers populaires. Là, il y a eu 3 jeunes qui se sont fait poursuivre à scooter, une jeune qui est restée dans le coma pendant des jours et des jours après sa chute, qui se sont fait percuter, tamponner. Voilà, ça arrive, c'est hyper... Le nombre est ronflant, quoi. Et puis à côté de ça, quand ça arrive justement au centre-ville, on va dire c'est une escalade de violences policières. Oui, pour vous, mais ça ne choque que vous en fait. Il y a vraiment ce truc de quand ça arrive sous vos fenêtres, sous vos portes, là il y a un truc, mais en fait, dans les quartiers, c'est des humiliations quotidiennes en fait. Et c'est pas seulement, on va parler, médiatiser les morts, mais en fait c'est des humiliations physiques qui vont pas jusqu'à des violences physiques, des violences verbales, mais aussi ce que moi j'appelle des violences financières, où il y a vraiment une multiplication, notamment depuis le confinement, des amendes par exemple. Et il y a des familles qui sont littéralement endettées au moment où on parle, qui ont des 10 000 euros de dettes, parce que des amendes, et des amendes injustifiées. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qui sont hyper coercitives et qui empêchent de se développer et d'être soi et probablement faire aussi que tu as d'autres soucis que d'aller te faire arrêter là, pour aller te faire arrêter en centre-ville, dans des manifs qui te ressemblent pas, quoi. Je pense que...
Enfin bon, même là, je suis pas Moi, très les amendes, complète, j'ai mais- découvert ça grâce à ton livre. Tu vois, ça, c'est vraiment le fait de se prendre des amendes comme ça ou de recevoir une amende. Il y a, je crois, l'un des personnages qui dit mais moi, j'étais en vacances, j'ai reçu une amende. Et pour le coup, c'est vraiment, c'est pas. J'étais pour en le coup, c'est garde pas à vue, mais fictionnel, ouais. il y en a un qui est en garde à vue, Oui, il oui, reçoit une amende ouais. pour un truc qu'il a fait alors qu'il est en garde à vue. Et ce passage, vraiment, il est pas, c'est pas de la fiction, quoi. C'est vraiment, c'est un passage qui est hyper documenté. Et la perme, là, dont je parlais récemment, c'est notamment c'est des juristes et des avocats qui y travaillent, qui ont mené des actions collectives, justement, de contestation des amendes, qui sont d'ailleurs documentées aussi sur Mediapart, mais ouais, qui sont des gens trop stylés, quoi, et qui permettent de se rendre compte que c'est très complexe, en fait, la question de la violence policière. Elle n'est pas juste, elle n'est pas seulement physique. Merci beaucoup. Je pense que vous aurez compris que c'est des livres qui ouvrent à des tas de questionnements et qui sont tous très passionnants et très en prise avec le monde dans lequel nous vivons toutes et tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup à la régie encore une fois et merci à toutes les... Ouais, pardon, je suis désolé d'interrompre, mais comme il doit y avoir la signature à la librairie, peut-être il y avait une autre question, mais il faut qu'on s'arrête. Pardon ? Ouais, on va les... Peut-être juste au bout du tapis rouge, si c'est OK. C'est pour laisser la place à l'installation. Désolé pour le timing, pour laisser la place à la rencontre suivante. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour vous, pour vos questions, votre présence, et merci infiniment à tous les deux.